Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Vous êtes ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, quels sont les principaux points de désaccord susceptibles d'entraver la consolidation du cessez-le-feu? Le désaccord a déjà commencé après les frappes désastreuses conduites par la partie israélienne hier contre le Liban. Et cette différence d'opinion entre les différentes parties, si les accords concernant la trêve et le début de cessez-le-feu inclut le Liban ou ne l'inclut pas. En ce qui concerne l'Iran et le Pakistan, qui est le patron, disons, le premier acteur pour les bons offices et où les négociations devraient commencer, pour le Pakistan, cet accord pour le cessez-le-feu et les négociations inclut le Liban. Alors que pour les États-Unis et pour Israël, le Liban n'a pas lieu dans cette trêve. Et nous avons entendu les déclarations du vice-président américain, de Premier ministre israélien qui ont été très clairs hier que le Liban n'est pas dans le jeu. Alors que pour le Pakistan, pour l'Iran, et l'interprétation des 10 points inclut les Libans, puisque la trêve devrait inclure tous les fronts, y compris le Liban et le Yémen. Donc c'est le premier désaccord que nous avons là. Le deuxième désaccord est aussi qu'on a vu hier, après que l'Iran avait commencé à permettre aux navires pétroliers et autres de passer par le détroit de Hormuz, elle a arrêté ce passage hier après des frappes qui ont eu lieu dans les parties intérieures du territoire iranien, surtout pour les installations pétrolières. Voilà, ça déjà, nous avons 2 points de désaccord qui rendent l'accord sur le commencement des négociations et de la trêve, le rendent extrêmement fragile. Ouais. Mais après ça, il y a d'autres points de désaccord durant les négociations. Bon, il y aura certainement le nucléaire iranien, par exemple. Qui est le régime de passage pour le détroit d'Hormuz. Est-ce qu'il y aura des frais imposés? Si les frais sont imposés, ils seront répartis entre l'Oman et le sultanat d'Oman et l'Iran, ou bien d'autres parties auront droit à une partie de ces frais de passage. Nous avons aussi tout le dossier nucléaire, il faut le voir, parce que un des points, c'est l'abstention de l'Iran de produire des armes nucléaires. Alors, n'oublions pas que officiellement, l'Iran fait partie du traité de non-prolifération qui implique ou qui oblige les parties à ce traité de ne pas utiliser l'énergie nucléaire pour des fins militaires et ils sont obligés aussi d'accepter la vérification de la part des inspecteurs nucléaires de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Or, est-ce qu'on va travailler sur le dossier nucléaire à partir de zéro, comme le veut les États-Unis d'Amérique, ou bien on va
revisiter l'ancien accord qui était 5+1 avec l'Iran et qui a été conclu en 2015 et lui faire des amendements ou on va des addendas, donc on va ajouter d'autres mesures. Tout cela reste à être traité et moi je pense que ce serait un des points les plus difficiles dans les négociations futures. Ouais. Et les compensations, les frais de compensation tout à fait. pour la destruction des infrastructures iraniennes. Et là, il faut aussi considérer qu'il y a eu beaucoup de destruction d'infrastructures dans les pays arabes du Golfe et en Irak. C'est vrai. Bon, alors quel impact cette trêve peut-elle avoir sur la sécurité et la stabilité de la région du Golfe? Là, c'est une très bonne occasion d'unir les rangs, de revisiter le dossier de l'unité du Golfe en ce qui concerne les menaces extérieures, quel sera le futur, qu'est-ce qu'on va faire le jour d'après, donc quand il y aura vraiment un cessez-le-feu permanent, quelles seront les relations entre les deux pays du Golfe lui-même, mais aussi des pays du Golfe unis par le Conseil de coopération du Golfe et le monde extérieur, quelle sera la forme d'interaction entre ces pays et l'Iran, parce que le jour d'après, ce n'est plus ce qu'on a connu dans la région avant le 2 mars. Oui, c'est vrai. Il y aura beaucoup de changements sur le plan régional, sur le plan international aussi. Quelle est la position de l'Irak? Quelle sera la position de la Turquie? Et qu'est-ce qu'Israël, au juste, où est-ce qu'elle veut aller? Est-ce que c'est vraiment le régime qui est le but? Est-ce que, donc, mettre à bas le régime qui existe en Iran? Est-ce que c'est le dossier nucléaire? Est-ce que c'est l'expansion du territoire israélien pour qu'il arrive au sud du fleuve Litanie, au Liban, pour, entre guillemets, assurer la sécurité israélienne, ou bien c'est une question d'expansion ou de destruction de tout l'apparatus de Hezbollah. Si on parle de ces négociations, alors quel rôle jouent les puissances internationales, notamment l'Europe, la Russie, la Chine, dans le soutien ou l'affaiblissement de cette désescalade entre les deux parties? Écoutez, toutes les déclarations officielles ont dans leur essence que tout le monde est pour la fin de la guerre, pour un cessez-le-feu, mais nous aurons toutes les nuances dans les positions. Cela va être beaucoup plus clair avec le progrès ou le non-progrès des négociations qui devraient commencer à Islamabad vendredi, samedi. Mais tout le monde est tout à fait d'accord qu'on ne veut pas la guerre. Il y a aussi tous les dossiers économiques, énergie qui doivent être traités. Et là, les nuances sont entre les pays qui dépendent totalement aux sources pétrolières du Golfe et de l'Iran et ceux qui ont une autosuffisance d'énergie. N'oublions pas que la Chine a été à l'instar de cette initiative pakistano-chinoise pour un cessez-le-feu et le commencement des négociations. Maintenant, c'est le Pakistan qui prend le rôle primordial
Mais le début, c'était une initiative pakistanaise-chinoise. Il y a la Russie aussi qui est tout à fait d'accord sur le cessez-le-feu et qui n'accepte pas le fait de détruire Abu Shah ou d'attaquer les experts russes qui travaillent dans cette installation nucléaire iranienne. Et aussi qu'il y a de soucis en ce qui concerne ses intérêts dans le pays du Golfe et en Iran. Pour l'Europe, nous savons très bien que pour l'Europe, ça représente un défi presque existentiel en ce qui concerne l'énergie. C'est vrai que nous approchons de l'été, donc les besoins de chauffage sont moins, mais toute l'industrie européenne dépend sur l'énergie qui vient de l'extérieur. Donc des pays du Golfe, à certains moments de l'Iran, malgré les sanctions, et puis les chaînes de provision aussi qui sont maintenant ou bien ralenties ou bien arrêtées à cause du problème de passage dans l'océan Atlantique, dans le détroit d'Ormuz, et aussi qui s'approche aussi de Bab el-Mandeb. Parfait. Vous avez mentionné quand même le rôle de la Chine pour arriver à cette trêve côte à côte du Pakistan. Alors, il y aura une rencontre entre les deux présidents chinois et américains dans les semaines à venir. Est-ce que on peut compter sur la Chine pour faire pression sur les États-Unis pour arrêter tout ce qui est escalade dans la région et aller dans les négociations de paix avec l'Iran? Et nous avons 2 minutes exactement. Ce n'est pas très sûr. Certainement, ce point sera utilisé, sera certainement à la tête de l'agenda des deux dirigeants chinois et américains. Mais à quel point les intérêts maintenant peuvent jouer un rôle de pression, il faut savoir. Certainement, la guerre a coûté beaucoup aux États-Unis sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan situation interne aussi. Parfait. Donc, le président américain doit délivrer. Oui. Maintenant, qu'est-ce que la Chine va faire? Comment elle va utiliser cet atout? Il reste à savoir, oui. Mais il faut faire des pressions sur la Chine elle-même pour que ce point reste sur l'agenda en priorité. Ouais. Je vous remercie beaucoup, Madame l'ambassadrice Wafa Abbassim. Je rappelle que vous êtes ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères, pour ces explications et ces éclaircissements. À tout de suite. International law and international humanitarian law must always be respected.